Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Fidèles au poste, les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vara siègent pour l'audience de ce jeudi. Bonjour, juge Bernard Bougman. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Boumba. Bonjour, président Tomandi. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui de l'initiative Bureau, bilan de compétences et accompagnement, ce dispositif d'information et d'orientation des étudiants en matière d'opportunités d'insertion professionnelle ou d'emploi, lancé le 26 mai dernier à Fadangouma par le président de la transition. Et cela tombe bien, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Boubacar Savadogo, est dans notre prétoire pour nous en dire plus. Bonjour, monsieur Savadogo, et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, monsieur Tomandi. Bonjour à toutes, bonjour à tous et à nouveau bienvenue sur la 100.7 Radio Watt FM, sur la télévision Tri TV ainsi que sur nos plateformes numériques pour cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité. Et pour commencer, restez attentifs aux avant-propos des juges que je convoque à présent. Avant-propos des juges, on commence avec Bernard Bougman. Merci, président. Mon avant-propos va concerner la révélation de Faso Tams hier, qui dit que le tribunal militaire s'est déclaré incompétent dans le traitement du dossier de l'ex-premier ministre. Par conséquent, il lève le mandat d'arrêt qui avait été lancé contre lui depuis avril 2017. Et donc, c'est une procédure judiciaire qui avait été lancée. Vous savez que dans le dossier de l'insurrection populaire, Zida devait être entendu par rapport à... Parce qu'en son temps, il officiait comme pratiquement numéro 2 du RSP. Et donc, dans l'instruction du dossier, bon, certains, la procédure était également de pouvoir l'entendre sur ces faits-là. Les uns et les autres ont même pensé à une commission rogatoire pour y aller. Il y en a qui ont pensé à des extraditions. Il y avait un mandat qui avait été émis. Beaucoup avaient dit que ce n'était pas possible que ça puisse être exécuté compte tenu du fait il est au Canada. Et puis bon, en la matière, sur le plan de la coopération judiciaire, il y a des éléments également qu'il fallait mettre sur la table. Et donc, c'était pas possible. Donc aujourd'hui, c'est un tribunal qui dit que lui n'est pas compétent pour l'exécuter. Donc naturellement, monsieur n'est plus poursuivi dans le cadre, dans ce traitement-là, de mandat d'arrêt qui avait été effectivement lancé contre lui. Donc, autrement dit, libre par rapport à ce mandat. Mais est-ce que ça arrête enfin la procédure? Là, certainement, les professionnels pourront revenir, comme on appelle ça, avec suffisamment d'éléments. Mais quoi qu'il en soit, c'est une victoire d'étape entre griffes pour Yacouba Isaac Zida, reclus au Canada depuis la fin de la transition de 2015. Et donc, il n'est plus jamais revenu, qui avait fait croire qu'il allait revenir quand le parti politique avait été lancé sous la présidence du professeur Augustin Louada, qui avait fait toutes les démarches possibles de ce qu'il pouvait pour que M. Zida puisse rentrer. Ça ne l'a pas été jusqu'à ce que, quand M. Diabré est venu comme ministre de la Réconciliation nationale, les contacts ont été repris, le passeport diplomatique a même été transmis pour préparer son retour, mais dans le cadre organisé de la réconciliation, comme tous les autres qui sont hors du Burkina en ce moment. Donc maintenant, est-ce qu'il va rentrer maintenant? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Certainement, on en saura davantage à chaque fois que, les jours et puis les mois à venir. On en saura davantage. Il semblerait qu'il y ait quand même une possibilité d'appel par le parquet. On verra bien comment ça se passe. Juge Geoffroy Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner la relaxe prononcée dans l'affaire opposant Newton Ahmed Bari à Burkina Rempart. Et c'était une décision du tribunal de grande instance de Ouagadougou 1 donnée hier. Tribunal de grande instance Ouaga 1 qui a été donnée hier. Et on rappelle les propos, c'était quand même le 30 janvier sur une radio de la place. Il disait ceci: le capitaine Ibrahim Traoré ne serait rien aujourd'hui sans le soutien de ses extrémistes islamiques.
islamisés, djihadistes de la ville, fonctionnant comme des djihadistes de la bourse. Donc Burkina Rampa a estimé que c'était une diffamation et a donc astreint l'ancien président de la CENI en justice. Et quand on regarde, c'est que le parquet, ce qu'il a dit à la fin, c'est que il n'y a pas d'éléments légaux, en tout cas matériels et même intentionnels, à la charge de leurs clients. Ça, c'est d'abord les avocats. Et pour le parquet, il était difficile de donner des preuves suffisantes qui établissent un lien entre les déclarations de Newton Ahmed Bari et Burkina Rampa. Donc, la décision, elle est donc tombée. Maintenant, je pense aussi que ce qu'il faut retenir dedans, c'est que c'est bon. On sait que Burkina Rampa, c'est un soutien au capitaine Ibrahim Traoré et à tous ceux qui, en tout cas, sont de ce bord. Mais, j'ai dit c'est bien pourquoi. Parce que lorsqu'on estime qu'on n'a pas été respecté, ou bien on a été floué, ou bien d'une certaine façon on a été atteint par des propos, on va en justice. Il y a une justice qui est là pour ça. Quand on prend le cas de Newton Ahmed Bari, dans d'autres cas, d'autres ont préféré le menacer et vouloir attenter à sa vie. Ce n'est pas la bonne option. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, ou bien si vous estimez que ce qu'il a tenu comme propos, il tombe sous le coup de la loi, il y a une justice qui est là et qui peut faire son travail. Et c'est en cela que je dis, la dynamique de Burkina Rampa, elle est bien. Maintenant, il y a une décision qui est tombée. S'il y a appel, on verra. Sinon, après, il faut circuler. Sinon, après, il faut circuler des avant-propos très judiciaires ce matin, mais pourtant, c'est bien de la problématique de l'emploi des jeunes et notamment de la question de l'orientation des étudiants en matière d'opportunités d'insertion professionnelle qui est au cœur de cette audience, donc du tribunal de l'actualité, avec Boubacar Savadogo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Docteur en sciences pour l'ingénieur et spécialiste en développement des compétences, Boubacar Savadogo, qui a intégré l'exécutif burkinabé le 10 janvier 2023, est promoteur d'une ferme agroécologique de 35 hectares dans la commune rurale de Lumbila. Il s'investit aussi dans la formation des jeunes producteurs agricoles du Bénin, du Burkina, la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Togo. Membre du conseil d'administration de l'Association canadienne de la formation professionnelle, il est auteur de plusieurs publications scientifiques en physique, mais aussi sur la formation professionnelle, l'enseignement technique, l'éducation en général, l'emploi et l'insertion des jeunes, les coûts et rendements de la formation. Boubacar Savadogo maîtrise donc bien la problématique de l'emploi des jeunes, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Mais avant d'y arriver, les juges ont sans doute quelques questions de généralité à l'endroit de notre convoqué du jour, Bernard Bougman. Merci, Président. Ma première question de généralité va concerner la sortie du Premier ministre devant la représentation nationale. En tout cas, sauf à mon niveau, mais je n'ai pas vu une phrase concernant le domaine des sports. Parce qu'il dit que 6 mois pour faire un bilan, c'est trop court. Est-ce que c'est-à-dire qu'au niveau de votre département, il n'y a pas eu d'activité ou qu'est-ce qui s'est passé? Merci, monsieur le juge. Effectivement, lorsque devant la représentation nationale, le discours, la situation faite par son Excellence le Premier ministre, ça brasse plusieurs thèmes, plusieurs thématiques. C'est pas que dans notre département, il n'y a pas. Le Premier ministre a fait une sélection. Comme il a dit que 6 mois, c'est pas beaucoup. Et c'est dû aussi peut-être au fait que dans mon arrivée dans le département, je ne fais même pas les 6 mois. Comme vous le savez. Et sinon, nous avons des acquis, nous avons des avancées sur certains points, à moins sur les 4 mois. Mais lorsqu'il y a eu des questions des députés, des points sont revenus et je pense qu'il a répondu pour les montrer. Oui, j'ai suivi la phase des questions-réponses. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de phase de questions-réponses, on n'en aurait pas. Parce qu'au nom de la continuité, même si vous n'avez pas les 6 mois dans ce département, vos prédécesseurs et les cadres qui sont fait du boulot. Je m'attendais au moins même à une félicitation de notre équipe qui est rentrée 3e. C'est pas rien, ça. Même ne serait-ce que ça, par exemple. Oui, bien sûr, il aurait pu le faire. C'est un choix, c'est son choix. C'est pas seulement le sport qu'il n'a pas abordé. Oui, même moi, je parle du sport parce que c'est ça qui vous concerne. Exactement. Voilà, mais c'est pour dire que c'est un choix. C'est pas une désapprobation ou quelque chose. Il a fait un choix de cette thématique.
et en laissant aussi les représentants du peuple pouvoir lui poser des questions pour qu'il revienne. Voilà. D'accord. Juge Ofara. Oui, merci Président. Ma question des généralités, je ne sais pas si ça concerne vraiment des généralités, mais on est au cœur de votre département. On a vu la Chine qui a eu à remettre les plans, c'est le stade du 4 août. Maintenant, quand on regarde, les plans sont remis, c'est pas 1 an et demi après le début des travaux, si ma mémoire est bonne et si mes décomptes sont bons, des plans qui sont remis 1 an et demi après. Ça, concrètement, ça sert à quoi? Alors qu'on sait que les travaux là ont débuté, ils sont quand même à un certain stade. Ça change quoi? Ou bien ça renforce la confiance, mais il faut avoir peur pour ce qui a déjà été fait. Les plans, donc je profite de votre plateau pour remercier notre partenaire, la République populaire de Chine, qui nous a retrouvé ces plans. En fait, lorsque j'ai pris fonction et que je me suis intéressé au stade du 4 août, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont été dites, et il y a beaucoup de choses qui étaient écrites, et le gouvernement avait quand même quelques réserves ou quelques doutes sur certains points. Un de ces points, c'est le fait que certains coûts ont été justifiés par le fait qu'il n'y avait pas de plan, donc il a fallu reconstituer les plans. Ça, c'était un premier point. Et un deuxième point, c'était que pour faire la réhabilitation, il a fallu opter pour le maximum à certains endroits, donc pour justifier certains coûts. Alors, nous avons trouvé que c'était quand même approximatif de dire qu'on n'a pas trouvé les plans au Burkina. Mais effectivement, mes démarches ne m'ont pas permis, ne m'ont pas donné l'opportunité d'avoir ces plans, et j'ai entrepris la démarche vers l'ambassade de Chine au Burkina pour leur demander s'ils pouvaient nous aider à retrouver ces plans. Ça, c'était en février. Ils nous ont retrouvé les plans. Et ces plans, ce n'est pas seulement pour cette réhabilitation du stade du 4 août. Comme vous savez, le stade du 4 août, on ne va pas le mettre à terre. Et il y avait même, avant mon arrivée, un projet de couverture du stade du 4 août. C'est-à-dire qu'il fallait envisager de le couvrir parce que les normes de la CAF et de la FIFA évoluent. On ne peut pas imaginer qu'on veuille mettre un chapeau sur le stade du 4 août sans avoir les plans initiaux, sans savoir quelles sont les données, quels sont les chiffres, etc., les calculs. Donc d'avoir ces plans, aujourd'hui, non seulement ça va servir pour la suite de la réhabilitation actuelle, mais ça va aussi servir pour la mise aux normes futures, par exemple la couverture, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. D'accord, mais je disais aussi la deuxième crainte, quand on les reçoit, je me dis que comme des travaux ont commencé et certains sont assez avancés, forcément il faut regarder si on ne s'est pas trompé. Si on ne se met pas plus en danger en continuant sur ci ou cela. Est-ce qu'il y a tout ce qui est fait a été bien fait, même si on y est allé sans avoir des plans, ou bien il faut avoir des craintes, ça aussi c'est l'autre. Non, on est allé sans les plans initiaux, mais je viens de dire qu'on a reconstitué les plans pour pouvoir faire les travaux. Donc maintenant, ceux qui l'ont fait, ils pourront comparer pour voir s'il y a des écarts ou si ça confirme ce qu'ils ont fait. Et ça permettra peut-être de recadrer si besoin en était. Mais on ne pouvait pas, que l'on soit en réhabilitation ou non, on ne pouvait pas rester sans les plans du stade du 4 août. Parce que c'était un joyau qu'on est amené à entretenir, à protéger, à améliorer au fil du temps. Voilà. Peut-être que moi, je ne sais pas si je n'ai pas capté ou bien c'est moi qui ai raté quelque chose. Est-ce que avant vous, le plan avait été demandé? Alors, avant moi, je n'ai pas trouvé de traces de demande de ce plan. Ce qui m'a été dit, c'est qu'ils n'ont pas retrouvé les plans. Ça a été recherché, mais ça n'a pas été retrouvé. Et l'argument était que comme il y a eu une rupture entre notre pays et la Chine à un moment donné, les techniciens qui étaient là sont repartis et donc ils ne retrouvaient plus les plans. Voilà. Donc ça, ce sont les arguments qui m'ont été servis. Alors moi, je ne me suis pas contenté de ça. Je me suis dit qu'on pouvait les retrouver. Et on a fait les démarches, et ce n'est pas une confidence. L'ambassade de Chine, lorsque je les ai contactés, ils m'ont dit, ça fait plus de 40 ans que le stade a été réalisé. L'entreprise qui a réalisé le stade, peut-être que cette entreprise n'existe même plus, mais ils vont faire tout ce qu'il faut. Ils vont passer par les coordonnées personnelles
des personnes qui ont travaillé sur le stade. Si ces personnes sont encore en vie, ils vont retracer pour le faire. Et c'est grâce à ces traçages qu'ils ont retrouvé l'ingénieur qui a fait la conception, qui est à la retraite, qui a plus de 80 ans maintenant, et qui leur a dit où est-ce qu'ils pouvaient trouver les plans du stade du Catou, dans quelle province sont archivés les plans du stade du Catou. C'est comme ça qu'ils sont allés à ces centres d'archivage et ils ont fait les copies qu'ils nous ont transmises directement. Un travail utile. Donc, le ministre que nous recevons aujourd'hui a plusieurs casquettes, mais nous parlons avec lui, Boubacar Saradogo, puisqu'il est chargé de l'emploi du dispositif d'information et d'orientation des étudiants en matière d'opportunités d'insertion professionnelle ou d'emploi. Le chef de l'État s'y était engagé le 17 janvier dernier devant les étudiants à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Promesse tenue donc, Bernard Bougman. Oui, promesse tenue. Maintenant, on attend l'exécution parce que c'est ce qu'il a. Allez-y. Ah ben, je fais signe au président que j'avais pas fini mes généralités. Oui, j'avais pas compris, mais en même temps, j'ai généralité. Parce qu'on ne l'a pas tous les jours, il y a des questions qui sont pendantes. Ah oui, il faut qu'on les élague et qu'on passe peut-être au cœur du sujet, si vous permettez, président. D'accord, je permets que vous posiez encore chacun une question de généralité. D'accord. Il y a la question des salaires. Je regarde aussi le temps. La question des salaires des entraîneurs de petite catégorie. On a vu l'un reconnaître 11 mois d'impayés et il disait que son compère avait 13 mois, si ma mémoire est bonne. On a vu la sortie du ministre Bassolman Bazier qui, je ne sais pas si c'est moi qui j'ai raté quelque chose, mais qui n'a ni infirmé ni confirmé, mais qui a dit de faire attention. Parce qu'il faut vérifier les choses souvent avant de les dire. Le fond, c'est quoi? Ils n'ont pas de salaire ou bien ils ont eu un salaire? Très bien. Merci. Alors, ces entraîneurs ont des contrats d'objectifs qui sont comme des contrats de prestations qui sont liés à un objectif bien fixé. Donc, la durée, le temps de travail peut être compté. Pour être payé, ça peut être à la fin de l'objectif ou aussi ils peuvent même recevoir des avances, etc. Donc, je pense que l'interprétation, c'est ça qui est le problème. Effectivement, lorsqu'on prend les différents contrats, le temps de travail ou la durée de travail qui a été considérée, ça fait les 11 mois. Mais ils le savent très bien que ça, il y a eu l'entente, ou même ça est écrit dans les contrats, que c'est payé à la fin d'un objectif. Et les étalons U17, l'objectif qui leur était fixé, c'était d'aller de la qualification, d'arriver en demi-finale de la CAN U17. Donc là, ils sont qualifiés. Par exemple, pour la Coupe du Monde, on va réouvrir des négociations pour voir dans quel cadre ils vont être faits. Et ils le savent très bien, ça a été discuté. Et ils sont arrivés le vendredi. Nous avions rendez-vous avec eux le mardi. Ils savent très bien qu'il n'y a aucune contestation. Mais je vais même aller plus loin. Ces contrats, ce n'est pas signé avec le ministère. Le ministère est partie prenante parce que nous faisons une subvention à la fédération. Et dans le cadre de ces contrats, aucun sou n'a été versé à la fédération et que la fédération n'a pas versé aux entraîneurs. Lorsque mes prédécesseurs, que ce soit le ministre Drabo ou le ministre Sirima, lorsqu'ils sont arrivés, d'abord le ministre Drabo, quand les contrats sont arrivés sur sa table, il a contesté les contrats. Il a dit, non, ces contrats, je ne veux pas les payer, il faut repartir avec les contrats. Ils sont repartis avec les contrats, je pense qu'il y a eu des échanges, et quand le ministre Sirima est arrivé avec les MPSR2, les contrats sont ressortis, il a fait le point, et il a payé tous les contrats sur lesquels il y avait des dates de début et des dates de fin. Donc il a épongé tout ce qu'il y avait fait, épongé, ou en tout cas il a payé l'avance du mois de mai 2022 jusqu'en décembre 2022. Le 10 janvier, il a écrit pour demander qu'on prenne les dispositions pour que, dans le cadre des contrats en cours, il n'y ait pas de cumul ou bien que les avances puissent être faites. Le 10 janvier, il a été relevé de ses fonctions le 10 janvier.
Moi, j'ai pris fonction le 12. Lorsque j'ai été informé de ça, le 2 février, après avoir compris quels étaient les tenants, les aboutissants, le 2 février, j'ai encore instruit mes services qui ont écrit pour que l'on prenne les dispositions, pour que des cumuls ne puissent pas se faire ou que des avances puissent être là au cas où les gens ont besoin, comme ce sont des contrats d'objectifs, surtout que les étalons U17 étaient en préparation. Donc tout ça, les gens sont au courant que toutes les dispositions ont été prises. Nous avons échangé avec les différentes parties et les souhaits étaient que l'on fasse en sorte que les étalons U17 ne fassent pas de la figuration lors de la CAN. Donc des moyens ont été mobilisés pour mettre dans de bonnes conditions toutes ces personnes pour qu'ils préparent la CAN et qu'au retour de la CAN, maintenant, comme c'est la fin de leur objectif, le point allait être fait pour régler tout cela. Donc, avant que les entraîneurs n'arrivent, il y a eu une publication sur les réseaux sociaux qui disait que la durée sur laquelle le paiement devrait être fait, que la durée était de 15 mois. Donc, je me suis moi-même renseigné auprès des entraîneurs pour savoir, mais je suis étonné parce que les accords qu'il y a, je n'entends pas que ça fait 15 mois. Et l'entraîneur, arrivé sur le plateau, on lui pose la question. Pour lui, il remet en ordre les choses en disant non, bon, il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est à lui de justifier plus tard. Pour lui, l'interprétation qu'il fait, voilà, s'il y a cette polémique de 15 mois, il n'y a pas 15 mois. Leur énumération doit se faire sur la base de la durée de 11 mois et autres. Et les 11 mois, c'est quoi? C'est de janvier au mois de mai, 5 mois, 2023. Et il y avait eu, lorsque le ministre Sirima avait payé du mois de mai jusqu'en décembre 2022, tous les contrats où il y avait des dates de début et des dates de fin, c'était ça. Sur certains contrats, il n'y avait pas de date de début et de date de fin. Mais il y avait les objectifs. Ils les avaient aussi considérés à partir du mois de mai. Alors que ces entraîneurs avaient signé leur contrat en novembre. Donc de novembre 2021 au mois de mai 2022, ça fait les 6 mois. Mais tout ça, je les avais acceptés en disant, il n'y a aucun problème. Lorsque votre objectif, vous allez finir avec la CAN que vous rentrerez, tout cela va être réglé comme cela se doit. Donc voici un peu la situation. Mais vous savez aussi que quand on a des contrats d'objectifs, vous pouvez être payé, et même c'est écrit dans leur contrat, ce n'est pas à moi de le divulguer, c'est pas signé avec le ministère, mais comme cette polémique est arrivée, j'ai tenu à les consulter, à les voir, etc. Il y a eu des fois où ils ont pris des avances, il y a eu des fois où il y a eu des cumuls, mais c'est à la fin de l'objectif, ça a été payé. L'objectif qui leur avait été assigné d'arriver en demi-finale, s'ils avaient été éliminés, par exemple au Ghana, s'ils n'avaient pas été qualifiés à la CAN, c'était fini. Mais ça allait être quoi? Donc c'est ainsi que ça se passe. Mais voilà un peu ce qu'il y a. En décembre, je pense que vous faisiez un point où il y avait, je pense encore, une ardoise de 595 millions. Aujourd'hui, on en est où? Non. En décembre, tout avait été épongé. Du 1er mai, les contrats qui sont arrivés, qui étaient datés du 1er mai, qui prenaient effet au 1er mai 2022, tout a été épongé jusqu'en fin décembre 2022. Okay. Ce n'était pas moi qui faisais le point des 500, c'est le ministre Sirima qui avait 595 millions. Voilà. Tout cela avait été payé. D'accord. Tout avait été payé. Et il a même fait la demande encore pour que les gens voient. Et comme je le dis et je le répète, ces entraîneurs, ils avaient leur contrat d'objectif, c'était d'arriver jusqu'en demi-finale. Et ça a été discuté avec eux. On a mis tous les moyens et tout entraîneur a plus. Et les entraîneurs sont valorisés comment? Lorsqu'ils font de la bonne figuration. Ce n'est pas seulement qu'ils ont touché par mois. Et dans leur contrat, il n'est nullement spécifié qu'ils sont payés par mois, etc. Donc voilà ce que je peux dire. D'accord. Bernard Bougman, j'ai une petite question rapide. Moi, j'ai un problème avec celui qui fait signer le contrat d'objectif pour les demi-finales. On va à une compétition pour viser la coupe, on ne part pas pour rester en demi-finale. Ça a été avec les étalons. On a vu la CAN. Quand on est sorti, que c'était d'arriver en quart de finale ou quoi. J'ai dit, qu'est-ce que c'est pas cette affaire-là?
Encore le U17 demi-finale. C'est quoi cette affaire-là? Les autres partent pour remporter le trophée. Nous signons le contrat d'objectif pour revenir en demi-finale. Nous ne supportons pas une équipe qui part pour rester en demi-finale. Là, je m'adresse à la fédération. Il faut nous trouver la personne qui donne cet argument pour valider demi-finale. Nous attendons un trophée. On n'attend pas un troisième, on n'attend pas demi-finale. Ça, c'est un commentaire que moi, je suis indigné d'entendre que quelqu'un part à une compétition et on lui dit faites tout pour que vous arriviez en demi-finale. Les supporters ne sont pas là devant pour supporter, attendre une demi-finale. On va faire quoi avec une demi-finale? On ne va pas faire quoi avec une demi-finale? Non, que la Fédération burkinabé de football, sincèrement, respecte nous les supporters. C'est pourquoi d'ailleurs, quand je parle, on dit, moi je décroche de ces matchs-là. Parce que apparemment, on a l'impression que ceux qui sont là ne sont pas suffisamment ambitieux et ne nous font pas rêver. Alors on a compris. Voilà, c'est un coup de gueule. La Fédération, trouvez-nous la personne qui nous fait signer les demi-finales. Si elle n'est pas suffisamment ambitieuse pour notre football, elle n'a qu'à aller chercher notre boulot. Ça, il faut au moins qu'on soit clair. L'argent du contribuable ne peut pas envoyer une équipe pour une demi-finale. Ceux qui viennent en compétition, c'est pour remporter la coupe. Il faut que ça soit maintenant clair dans la tête des Burkinabés. Et ce n'est pas une fois qu'on nous sert ça. Et ce n'est pas le ministère, puisque c'est celui qui signe le contrat d'objectif. Vous ne faites que payer. Mais le monsieur ou la dame qui est derrière cette affaire-là n'a qu'à faire pardon. Nous ne nous contenterons plus du quart de finale et de demi-finale comme objectif. Nous voulons des trophées. Nous voulons des trophées. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons des trophées. Vous avez totalement raison et je suis de votre côté. Et je peux même vous dire, les entraîneurs l'ont dit, mais je vais réinsister là-dessus. Lorsque moi j'ai pris fonction, à moins d'une semaine après, j'ai demandé qu'on me fasse la liste de toutes les compétitions sous-régionales, régionales et internationales dans lesquelles sont engagées toutes les équipes, toutes disciplines confondues des étalons, pour que l'on voit comment on peut faire la préparation. Lorsque j'ai vu ces U17 qui étaient pour la CAN, je me suis investi totalement et j'ai même été critiqué du fait que je proposais un plan de préparation comme si c'était un club et non une équipe nationale. Parce que, pour vous signaler, ils ont eu un regroupement à Ouaga pendant plusieurs semaines. Ensuite, ils ont eu un regroupement à Bobo pendant plusieurs semaines, dans de très bonnes conditions. Ensuite, ils sont allés au Maroc pendant 2 semaines pour faire des compétitions. Ils sont revenus et ils sont partis en Algérie plus d'une dizaine de jours avant la compétition pour s'acclimater, pour aller de l'avant. Parce que j'ai dit, si nous devons juste aller faire de la figuration, il vaut mieux qu'on économise notre argent. Je suis d'accord avec vous. Nous partons là, il faut qu'on mette les moyens pour que quand on y va, on fasse la bonne figuration, qu'on ramène la coupe. Comme j'ai dit, c'est dommage cette histoire sur les étalons U17, parce que nous avons mis beaucoup d'efforts, ça c'est un. Les enfants nous ont fait rêver, ils n'ont pas eu la coupe, bien sûr, certes, mais ils sont allés loin. Nous aurions souhaité, eux-mêmes auraient souhaité amener la coupe. C'était la promesse qu'ils m'avaient faite avant de partir. Ils sont arrivés dans cette ambiance. Nous les avons accueillis en héros. Ils ont eu le temps de faire des photos dans la salle d'attente avec les personnalités. Il y avait des ministres à l'accueil. On a fait tout ce qu'il faut. Moi-même, je me suis déplacé au stade municipal lorsqu'ils étaient en préparation. J'ai même fait une photo avec eux sur la pelouse, etc., pour les valoriser. J'ai demandé qu'on fasse des posters géants de ces jeunes avant même qu'ils ne partent en Algérie, pour que les gens voient ce qu'il y a, etc., pour les valoriser au maximum. Mais dès qu'ils sont arrivés, le lendemain, la polémique a commencé. Ça a commencé d'abord sur le fait qu'on les a cachés la vue. On a pris une photo, une simple photo, alors qu'il y en a des milliers qui existent, où les enfants sont valorisés, pour dire que les officiels les barraient la voie, etc. Ils sont arrivés à minuit passé, etc. Mais c'est pas ça. Il ne faut pas qu'on gâche le bonheur de ces enfants. Ces enfants nous ont fait rêver. Ces enfants ont du potentiel. Et ensuite, il y a eu la polémique, comme j'ai dit, la polémique. Et moi, je profite de ces micros pour rassurer les entraîneurs. S'ils ont été fébriles ou quelque chose, ils ont été fragilisés, parce que toute la polémique, c'est dommage. Ce n'était pas dans ce sens, mais la polémique est arrivée. Et j'avais dit, ce n'est pas à moi de communiquer là-dessus, c'est à eux de rétablir les faits. Les contrats sont là, les discussions sont là. Ils disent qu'on a mis tous les moyens pour eux, pour qu'ils soient à l'aise. Pourquoi on ne les paierait pas? C'est des contrats d'objectifs. Et ils sont arrivés vendredi et la polémique est partie lundi. Et ce n'est pas la polémique. Si vous reprenez l'émission, c'est à la fin de l'émission, la dernière question, le journaliste dit même qu'on n'a pas le temps de parler, mais il pose la question, l'autre répond, il n'a pas pu justifier. Il était là. Il n'y a eu en aucun moment aucune volonté de ne pas régler
les rémunérations. Je préfère parler de rémunération sur ces cas-là. Et nulle part dans le contrat, il n'est marqué qu'ils sont payés au mois. Voilà. Nulle part dans le contrat, il est marqué qu'ils sont payés au mois. Nous avons pris beaucoup de temps sur les généralités et c'est pour la bonne cause. Vous vous en rendez compte, nous recevons le ministre chargé de l'emploi et nous abordons la question de la problématique de l'emploi des jeunes. Geoffroy Vara, vous commencez ? Oui, merci Président. On va aller direct là. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC. L'objectif, l'évocation, comment? Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on tente de promouvoir sur l'entrepreneuriat, sur nous jeunes et tout. Qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est l'approche nouvelle avec la vision du capitaine Ibrahim Traoré, le capitaine président? Ok. L'APEC a été mise en place récemment et l'APEC est reliée à la présidence du FASO, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. L'idée c'est une innovation, mais c'est connu aussi, et c'est une volonté de mettre le peuple au cœur de son développement. Vous savez qu'un des gros problèmes de l'entrepreneuriat des jeunes, ou même l'entrepreneuriat en général dans notre pays, c'est la question du financement. Comment trouver les financements? Beaucoup de gens ont des projets bien ficelés, des plans d'affaires bien élaborés, mais lorsqu'il s'agit de trouver les moyens pour lancer le business, on ne trouve pas. On va vous demander des garanties aux jeunes qui n'ont pas. On va demander beaucoup d'autres documents que les jeunes n'ont pas. Alors, il a été imaginé ce modèle communautaire. Donc, l'entrepreneuriat communautaire, qui est que des personnes au niveau national peuvent se mettre ensemble pour faire l'épargne communautaire, pour pouvoir financer des projets. Et un certain nombre de secteurs économiques ont été choisis, dont l'agriculture, parce que le président de la transition met énormément d'accent sur le développement du secteur agricole. Donc, la différence avec les autres, c'est de dire, lorsqu'on a des projets intéressants, des projets de développement, on va faire appel aux Burkinabés pour qu'ils puissent investir, pour qu'ils puissent épargner ensemble pour réaliser ces projets. Donc c'est ça l'innovation, ou c'est ça la dynamique qui vient avec l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Donc c'est cette initiative qui est logée au niveau de la présidence. C'est ce que je peux vous dire sur l'APEC. Bon, l'APEC n'est pas au cœur des bureaux compétences accompagnement. Et pour les bureaux de compétences accompagnement, on parle plutôt de l'Agence pour la promotion de l'emploi, l'Agence pour l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE. Donc l'ANPE, c'est le service public d'emploi qui a pour vocation principale l'intermédiation sur le marché du travail. Donc mettre en contact les demandeurs d'emploi avec les employeurs, ou faire en sorte que les employeurs trouvent des personnes habilitées et capables de les servir. Et aussi, il y a dans le cadre de la promotion de l'emploi ce volet entrepreneuriat, préparer les gens, les jeunes et d'autres personnes pour qu'ils puissent s'auto-employer. Donc voici pour faire la nuance entre les deux institutions. Alors, ces bureaux ont été mis en place, concernent 14 institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique. Elles ont pour vocation donc d'assister les jeunes en milieu universitaire en vue de les orienter vers les opportunités d'insertion professionnelle ou d'emploi. Bernard Bougman. Oui, mais c'est deux entités différentes. Pour celle qui est rattachée à la présidence, techniquement, comment est-ce que ça va fonctionner? Bon, c'est un établissement public qui va fonctionner exactement comme il va y avoir un DG avec les différentes structures qui la composent, les différentes composantes, et l'APEC a un budget d'environ 2 milliards. Et donc, mais l'APEC pourra lever, donc c'est un instrument pour lever des fonds afin de financer des projets innovants ou des projets de développement conséquents. Donc, c'est là que lorsque les grands, comme vous le savez, il y a le bureau des grands projets qui est aussi à la présidence, qui est en train d'écrire ou de ficeler un certain nombre
de projets. Et lorsque ces projets seront matures, sûrement que l'APEC va faire un appel à épargne populaire pour le financement de ces différents projets. D'accord. Je pose la question parce qu'il y a des entités qui financent les jeunes au Burkina, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de fonds, FBDS, FEJ et tout, j'en oublie. Maintenant, ce qui va faire la différence entre cette entité-là, l'APEC et les autres, en fait, c'est cette différence. Je veux savoir quoi. Oui, mais la grande différence, c'est le fait que l'APEC fait appel à l'épargne communautaire, alors que les autres, non. La grande différence, c'est que les projets sont ficelés par le bureau des grands projets qui se trouve à la présidence. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas vous-même qui ficelez votre projet qui venez déposer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une entité qui ficelle le projet. Voilà. Alors, moi, si j'ai un projet, par exemple, qu'est-ce que je fais? Non, un projet personnel. Oui, quand vous avez un projet personnel, vous n'êtes pas directement éligible à l'APEC. Okay. Voilà. Il y a, comme vous l'avez vous-même dit, il y a d'autres entités qui s'occupent déjà de ça. Donc l'APEC aura pour vocation surtout de s'occuper de ces grands projets, le financement de ces grands projets. Si vous avez un projet personnel, si vous soumettez votre projet à l'APEC et que l'étude est faite et que le projet a une certaine envergure, l'APEC pourra aussi vous accompagner pour faire les levées de fonds par l'épargne communautaire pour le financer. D'accord. Voilà. Mais c'est-à-dire que cette même l'APEC pourra lancer elle-même des projets? L'APEC peut... ce que je veux dire, l'APEC est à la présidence, il y a un DG qui est là pour l'APEC, etc. et tout. L'APEC ne fait pas partie du dispositif. Non, l'APEC ne fait pas partie du dispositif bureau de compétences accompagnement. Oui, je l'ai dit. Exact. Je pense qu'il y a eu peut-être une confusion entre l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire et l'Agence nationale pour l'emploi. Le dispositif qui est mis dans les universités va être dirigé par l'Agence nationale pour l'emploi. Okay. Voilà. C'est pour qu'on soit très clair là-dessus. Voilà, il faut qu'on soit clair. Alors expliquez-nous en quoi consiste ce dispositif et quelle philosophie sous-tend la mise en œuvre de ces bureaux de compétences. Dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes, nous avons pu constater que nous avons différentes caractéristiques sur le marché du travail. Nous avons les jeunes diplômés qui ont des difficultés particulières à trouver du travail. Nous avons les jeunes peu diplômés et nous avons aussi les jeunes qui sont dans le milieu rural, qui ont des spécificités. Alors, en ce qui concerne les diplômés du supérieur, il y a plusieurs éléments que l'on peut faire ressortir dans le diagnostic. Un des éléments profonds, c'est le fait que la majorité des étudiants qui détiennent des diplômes après travaillent dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec leur qualification. Cela montre que ou ils n'ont pas choisi la destinée volontairement, ou ils sont allés dans des filières qui n'ont rien à voir avec les besoins du marché du travail. Donc pour recadrer cela, le président de la transition, lors de son passage à l'université Joseph Kizerbo le 17 janvier 2023, m'avait instruit de voir quel instrument on va mettre en place pour évaluer les étudiants et les réorienter pour qu'ils puissent apprendre des métiers afin qu'ils puissent s'insérer facilement et dignement dans le monde du travail. Donc la réponse que nous avons trouvée était d'inviter les services publics d'emploi, qui est l'Agence nationale pour l'emploi, de s'installer dans les universités. Ça veut dire que l'ANPE va ouvrir un bureau dans les universités et dans ce bureau, il va y avoir des conseillers emploi et formation et les étudiants vont pouvoir, le bureau va offrir plusieurs services et un de ces services va être dans le cadre de l'évaluation et de la réorientation, c'est le bilan de compétences et l'accompagnement. Donc les conseillers en emploi et en formation vont recevoir les étudiants sur rendez-vous et je tiens à le préciser, ce n'est pas une obligation. C'est sur l'initiative de l'étudiant. Il prendra rendez-vous pour que, avec le conseiller en emploi, il puisse faire son bilan de compétences pour qu'il voit quelles sont les compétences acquises, quels sont ses atouts, quelles sont ses faiblesses et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour rattraper
pour corriger ses faiblesses, afin d'être apte et mieux préparé pour le monde du travail. Et il va être mis en contact avec les acteurs du monde économique pour qu'ils puissent tester aussi ses aptitudes et voir les plus d'opportunités. Donc voici un peu comment ça va se passer. Donc c'est un parcours, on va l'aider à construire son parcours d'insertion. Donc les bureaux de l'ANPE vont être installés dans les 14 universités publiques dans un premier temps. Et il va y aussi avoir des missions qui vont être faites par les conseillers en emploi-formation dans des instituts privés pour offrir ces services à tous les étudiants. Boubacar Savadougou, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Geoffroy Bara. Oui, c'est vrai que c'est très intéressant. Je pense que l'initiative, c'est d'abord le secteur primaire. C'est bien ça. Non, c'est tout. L'initiative des bureaux compétences et accompagnement. Non, je parle de la PEC. Ah. Non, la PEC, c'est quelque chose de différent. Il l'a expliqué tout à l'heure. D'accord, ça ne fait pas partie du dispositif, en fait. D'accord, donc je comprends alors. Voilà. Ok. Maintenant, moi, je voulais revenir sur la question de l'orientation. Comme vous le dites, ça, c'est très intéressant, mais on avait déjà des cellules qui faisaient du conseil, mais qui n'allaient pas forcément vers les étudiants. Je pense que c'est ça aussi c'est ça l'originalité. Oui. Maintenant, il faut aussi travailler à intéresser ces étudiants-là forcément aussi au conseil maintenant. Donc il y a une sensibilisation. Bien sûr. C'est pour ça que le bureau va être au sein de l'université. C'est-à-dire déjà, comme on le dit, on aurait pu rester au sein de l'ANPE pour le faire. Et nous avons dit non, il faut aller vers les usagers, vers le public. Et c'est au sein des universités que le bureau va être créé. Et en fonction des moyens dont on va disposer, peut-être que au sein de l'université, il va y avoir, selon la grandeur, la taille de l'université, on peut même avoir plusieurs bureaux, plusieurs lieux sur lesquels il y aura les conseillers emploi et formation pour pouvoir recevoir les étudiants et les permettre non seulement de faire le bilan de compétences, mais aussi de leur proposer des alternatives. Au sein du bureau de l'ANPE au sein de l'université qui va faire les bilans de compétences et l'accompagnement. Donc en dehors du bilan de compétences, l'accompagnement va consister en quoi? Lorsque vous avez réussi à construire votre parcours professionnel, il faut qu'on vous accompagne pour pouvoir concrétiser. Et au sein de notre ministère, nous avons plusieurs outils qui aident non seulement à apprendre des métiers par la formation qualifiante. Nous avons le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, le FAFPA, qui propose des financements pour des formations concrètes, qualifiantes, et qui est en lien avec les entreprises. Donc les étudiants vont être informés des possibilités qu'il y a. Nous avons des fonds d'appui. Il y a le fonds d'appui le FAPE, le fonds d'appui à la promotion de l'emploi, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes qui existent. Il y a plusieurs projets qui sont au sein de notre ministère. Il y a aussi dans notre ministère ce qui ne ressort pas dans l'intitulé, mais la question de la formation professionnelle. Nous avons des centres de référence qui n'existent, qui sont rares même dans la sous-région. On a les centres d'évaluation et de formation professionnelle du Ouagadougou, où il y a des unités sur lesquelles on peut former des ingénieurs de très haute qualité. Nous avons les centres de référence des Ignarés, dans lesquels on peut mettre des filières de très haute technologie. Nous avons les centres de formation professionnelle industrielle de Bobo. Donc, dans ces centres de formation, il y a plusieurs filières qui peuvent qualifier des gens à des niveaux technologiques ou techniques de niveau supérieur. Donc on va mettre à la disposition des étudiants toutes ces informations qui va leur éviter de passer du temps dans des filières qui ne les permettent pas d'aller s'insérer proprement ou de s'insérer dignement. Voilà. Donc tout ce travail va être fait. On ne s'arrêtera pas seulement sur les services de notre ministère, on va aussi vers les entreprises. Parce que l'Agence nationale pour l'emploi reçoit des offres d'emploi, d'autres trouvent des preneurs, il y a d'autres aussi des offres qui restent infructueuses. Donc c'est que les étudiants puissent être informés de cela. Voilà. Oui, mais ça c'est peut-être pas
concrètement votre département, mais en même temps, c'est un commentaire que je me permets. Quand on travaille sur l'offre pour les entreprises, c'est-à-dire l'offre en moyens humains et en capital, il y a les entreprises aussi sur lesquelles il faut travailler à les maintenir. La vérité, c'est que le tissu économique burkinabé, là, il est fortement impacté. Très fortement impacté, c'est peu que de le dire. Je rappelle à chaque fois des chiffres ici, quand on fait des petites rencontres avec par exemple ceux de la maison de l'entreprise ou de la chambre de commerce et tout, on vous donne des chiffres qui sont à 800 concernant les fermetures d'entreprises, les difficultés que les entreprises ont aujourd'hui. Et même, c'est que l'entrepreneuriat burkinabé est en train d'aller faire les beaux jours ailleurs parce que les gens commencent à fuir l'investissement ici. Et ça, il y a des chiffres qui le montrent. Je ne veux pas revenir sur certains éléments sur les pays voisins et tout. Ça aussi, c'est notre réalité. Si on ne sauve pas ça, ça sera compliqué. Ça aussi, c'est une préoccupation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour ces entreprises-là? Parce que ça ne va pas partout. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Ce n'est pas votre faute. Il y a une condition dans laquelle on est. Mais à cette condition, il faut trouver des alternatives. Et quelquefois, c'est sur ce chapitre que les entreprises aussi vous attendent. Maintenant, bon, comme j'ai dit, ce n'est pas votre département forcément, donc ça devient un commentaire. Mais peut-être que vous avez quelque chose comme vos collègues ministres. Vous êtes tout le temps ensemble. Alors, je vois que Bernard Bougma veut intervenir. Peut-être qu'il intervient. Ensuite, on donne la parole au ministre parce qu'on est déjà pris par le temps. C'est d'ailleurs une question en lien avec ça que je voulais poser. Effectivement, moi, ma question, vous allez canaliser les jeunes, mais même où sont les entreprises là d'ailleurs? Parce que c'est l'État burkinabé qui est le premier pourvoyeur de l'emploi en termes d'effectifs, les chiffres parlent. On a un secteur privé qui vend moins, qui prend moins. Et les jeunes d'ailleurs qui viennent, compte tenu également de la précarité de lieu, viennent en attendant d'avoir mieux, ou viennent en attendant d'avoir le concours. De passer un concours. Ils ne viennent même pas en attendant d'avoir mieux dans le privé. Ils viennent en attendant de passer concours. C'est en désespoir de cause qu'ils finissent par rester, et puis bon, ça devient un autre problème. Donc, où sont ces entreprises-là? En quelques années, dans votre planning, vous espérez que dans combien d'années est-ce que vous pouvez monter combien de jeunes pour être embauchés dans combien d'entreprises? À votre place, il y a un entrepreneur burkinabé qui a maille à partir avec ses partenaires marocains qui l'ont grugé, mais c'est plus de 300 emplois perdus. Avec également un business qui devait lancer, qui devait également pouvoir créer près de 1000 emplois. Et il a dit, jusqu'à présent, il attend l'État burkinabé sur son dossier. Donc, en termes d'entreprise, de promotion, de soutien à l'entrepreneur pour ceux qui sont dans le privé, qu'est-ce qui est prévu pour pouvoir contribuer à résorber le chômage? Monsieur le ministre. Ok, très bien. Donc, comme ils disent, ça dépend. C'est dont ça ne dépend pas forcément de votre département. Nous sommes, voilà. Et vous savez, la situation sécuritaire que nous vivons depuis plus de 7 ans est un facteur aggravant pour les fermetures des entreprises, ou c'est un facteur qui ne favorise pas en tout cas l'économie. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence le Président de la Transition et chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, des efforts colossaux sont en train d'être faits pour la reconquête du territoire et aussi pour arriver à bout de ces forces barbares qui nous attaquent sans raison. Et ça, c'est le meilleur argument que nous, on peut servir à ceux qui disent on s'en va. On s'en va pourquoi? On s'en va parce qu'il y a l'insécurité. On s'en va pourquoi? On s'en va parce que l'État a des difficultés. Donc, ce qu'il faut, c'est d'arriver à séréniser la situation. Donc, tant qu'on ne va pas arriver à montrer aux gens que non, nous sommes en difficulté ou nous sommes en lutte pour sécuriser le pays, c'est la sécurité qui va les rassurer, c'est la sécurité qui fera que des investisseurs vont venir. Et aussi, il y a eu comme un Burkina bashing, c'est-à-dire que partout, on reçoit des personnes qui viennent ici et qui sont totalement étonnées de comment les Burkinabés vivent. C'est vrai que Ouaga, c'est une réalité, et ailleurs, c'est une autre réalité, mais les gens ailleurs, ils ont l'impression que dès qu'on descend à Ouaga, bon, là, ça fait beaucoup d'autres problèmes. Et alors que nous avons plus de... Nous sommes en train d'aller vers la victoire, et c'est ça qui va rassurer.
Et oui, ceux qui font des affaires, ils veulent un espace sécurisé. Ceux qui veulent des affaires, ils veulent un espace sécurisé. Quand on n'a pas un espace sécurisé, quand on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver du jour au lendemain, cela n'a pas commencé sous le MPSR2. Mais le MPSR2 fait des pieds et des mains, et tout le monde peut le constater. La reconquête est en marche, et nous, comme le dit le chef de l'État, la puissance de feu de notre armée et des VDP ne fait qu'augmenter pour qu'on puisse reconquérir l'ensemble du territoire et rassurer les Burkinabés et les investisseurs que le Burkina, on peut faire des affaires ici. Ça, c'est ce que l'on peut dire. Mais l'État aussi a fait beaucoup d'efforts par rapport aux entreprises. Récemment, au Conseil des ministres à Bobo, on a pris des mesures pour les nouvelles entreprises, pour les exonérer et leur faire des facilités sur certaines taxes et autres. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont aussi prises par le gouvernement pour que les entreprises puissent se mettre en place. Il faut savoir que les tissus économiques de nos pays d'Afrique au sud du Sahara, ces tissus économiques est constitué par les micro-entreprises, les micro et petites entreprises. Ce n'est pas le salariat qui fait la majorité des emplois. Donc, on ne va, si, comme vous le dites, les étudiants beaucoup arrivent, ils passent 2 ans, 3 ans pour espérer passer des concours. Mais quand vous regardez les chiffres, récemment, pour le concours au niveau des eaux et forêts, pour 2000 places, on a enregistré environ 97 000 candidats. Donc, l'alternative, ce n'est pas les concours de la fonction publique. L'alternative, ce n'est pas l'emploi salarié pour le maximum. L'alternative, c'est l'auto-emploi, c'est que je m'auto-emploie pour employer d'autres personnes aussi. Donc c'est sur ça que l'on veut, et pour s'auto-employer, il faut que vous puissiez avoir des idées de projet, il faut que vous ayez des compétences crédibles qui répondent aux besoins, que vous puissiez offrir des services. Mais si vous êtes dans des filières qui ne vous donnent pas cette opportunité, vous êtes dans des filières qui ne vous ouvrent de porte qu'à des concours, alors que c'est limité. Donc l'idée de ces bureaux de l'ANPE, c'est d'arriver à sensibiliser et aussi à aider les étudiants à mieux se réorienter, à mieux se valoriser pour être compétitifs sur le marché du travail, le marché de l'emploi. Ce n'est pas seulement l'emploi salarié que nous regardons. Voilà. Ce que le ministre dit, c'est vrai, parce que derrière ceux qui se forment, c'est pas forcément devenir salarié, c'est même être entrepreneur et puis embaucher d'autres personnes. Voilà. Je pense que c'est ça l'idéal, être une alternative à se tourner vers la fonction publique qui n'est pas forcément un engagement de conviction, mais quelquefois c'est un peu par dépit. Mais encore que, à la vérité, même quand quelqu'un travaille dans le privé, à un moment donné, il logne au public parce que ça devient l'emploi le plus sûr. C'est ça aussi la vérité. C'est que l'entrepreneuriat au Burkina n'est pas sûr. Vous créez, pendant 5 ans, 10 ans, vous êtes là, mais vous priez Dieu chaque jour, il ne faut pas, ça va changer, et puis vous allez devenir comme l'autre là, qui n'a pas forcément mal géré, mais qui est tombé du jour au lendemain parce qu'il n'a plus droit à certains marchés, à des éléments auxquels il n'a pas droit. C'est ça aussi la réalité de notre entrepreneuriat, c'est ce dont je parle. Vous parliez tout à l'heure des efforts de votre gouvernement relativement aux entreprises qui viennent de naître. Je pense qu'il y a même beaucoup de facilités même avant qui étaient faites pour ces entreprises, mais c'est celles qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, qui sont résilientes avec le contexte dans lequel on est, mais qui ont besoin d'être accompagnées d'une certaine façon, qui ont besoin d'alternatives. Parce que c'est vers elles aussi, quand on parle d'efforts de paix, c'est vers elles aussi qu'on vient. Le premier vers lequel on regarde aujourd'hui, c'est l'État pour embaucher, et puis le premier que les entreprises regardent pour les marchés, c'est aussi l'État, pourvoyeur de marché. Ça devient compliqué. Donc quand l'État est enrhumé, bon, nous, on n'a pas lui-même, on est couché. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Et
je disais, c'est pas forcément votre département, mais comme vous êtes là, c'est le gouvernement que nous regarde aussi un peu en face. Il y a tout ça. Et c'est la vérité aujourd'hui de l'entrepreneuriat dans notre pays. En clair, monsieur le ministre, je rappelle donc à nos auditeurs qui nous suivent sur Radio Watt FM que nous recevons Boubacar Savadogo, il est ministre de l'Emploi, il est ministre aussi de la Jeunesse et il est ministre des Sports, mais nous parlons de l'emploi, nous parlons de la jeunesse et donc là, la problématique de l'emploi des jeunes qui est au cœur donc de votre action à la tête de ce département s'en trouve encore réconforté. Comment on fait finalement pour allier ces deux pôles et pour résoudre un peu la question de cette sorte de dichotomie dont a parlé le juge Geoffroy Varade? D'accord. Et je pense qu'on a fait un diagnostic tous sur le fait que les gens sont beaucoup plus intéressés d'avoir un emploi public parce qu'ils se disent que ça leur garantit des droits et autres. Donc, ils voient l'État comme protecteur pour l'emploi, mais comme vous dites, l'État a des difficultés, donc les entrepreneurs disent que quand l'État s'enrhume, ils sont aussi victimes et ils souffrent. D'un côté, vous avez d'autres qui voient l'État comme protecteur, ils veulent rentrer là-bas, et de l'autre côté, vous dites, il y en a d'autres qui voient l'État qui ne va pas bien, qui s'enrhume, qui est malade, etc. Donc, c'est des points de vue qui existent des deux côtés. Mais l'entrepreneuriat est un domaine qui est risqué partout sur Terre. Quel que soit le pays, quand on décide d'aller dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas la première tentative qui vous fait gagner. Même si quand vous avez 20 ans, vous n'avez pas encore gagné. Vous avez une avance, certes, mais vous n'avez pas encore gagné. Les plus grandes entreprises que nous voyons aujourd'hui au monde, quand vous prenez Microsoft ou quand vous prenez les Apple et autres, je m'excuse de citer les grands groupes de la Silicon Valley. Voilà, les grands groupes. Quand vous lisez leur histoire, et là, ils ont commencé, ils ont fermé, ils sont encore allés chercher des moyens pour revenir. Ce qui les a sauvés, c'est l'innovation. C'est l'innovation, ça c'est un, et c'est le besoin qu'ils ont ciblé pour satisfaire. Et dans notre pays, on doit pouvoir se poser des questions. Est-ce que toutes les entreprises doivent être beaucoup orientées sur les tertiaires? Parce que quand on est en ville, on voit que beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets sont orientés vers les tertiaires et qui amènent une limite. Par contre, nous avons d'autres secteurs comme les secteurs secondaires ou les secteurs primaires où nous sommes déficients et nous passons le temps à importer et il n'y a pas beaucoup d'initiatives sur ça. Donc hier, en Conseil des ministres, il y a une initiative présidentielle sur l'agriculture qui a été publiée. Donc pour montrer que si on veut être autosuffisant, c'est possible, il faut qu'on s'engage, il faut que l'État s'engage et que l'État aménage des espaces, des terrains pour montrer aux populations qu'il y a d'autres secteurs qui sont vierges. Il y a des secteurs dans lesquels il y a des besoins énormes et que peut-être c'est là aussi qu'il faut que l'on puisse informer les gens pour dire peut-être que là où tu vois le besoin, c'est pas là qu'il y a le besoin. Et le besoin est ailleurs. Et si tu t'investissais là, tu t'en sortirais beaucoup mieux. Donc, la question de l'information et de l'orientation revient encore. Et c'est ça ça fait défaut. Et on ne le dit pas assez. Nous importons, la majeure partie du riz que nous consommons, nous l'importons. L'huile, c'est la même chose. Beaucoup de choses. Et vous avez vu aussi que lors du Conseil des ministres qui s'est tenu à Bobo, il y a eu une délibération très importante sur le Faso d'Anfani et le Cocodonda est assimilé. Donc tout cela, c'est pour faire en sorte que nos artisans puissent travailler, que ça puisse générer des emplois et ainsi de suite. Donc nous sommes dans cette dynamique de se dire on veut changer de paradigme. On ne veut pas rester sur ce qu'il y a. Le diagnostic est fait, tout le monde fait le diagnostic. Tout le monde dit oui, les gens préfèrent aller passer des concours. Mais au concours, vous l'avez vu l'année dernière, pour quelques milliers d'emplois, il y avait des millions de candidats. Donc ce n'est pas là qu'il y a la solution. La solution est ailleurs. Et c'est cette information, c'est cette orientation, c'est cette préparation que nous mettons au cœur du dispositif aujourd'hui. C'est cet ailleurs-là que vous cherchez à préparer, à organiser, Bernard Abouma?
Moi, j'ai juste un commentaire parce que effectivement, l'entrepreneuriat, c'est l'innovation et tout. Les grandes entreprises sont tombées, sont relevées, oui. Ce qu'on demande à l'État, comment on appelle ça? C'est des mécanismes, parce que vous ne pouvez pas gérer l'entreprise à la place de celui qui l'a lancé. Si ça n'a pas marché, comment rebondir? Bon, voilà. Maintenant, c'est aussi que derrière, il y a un État qui, par moment, s'engage à protéger des gens quand il le faut. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais par exemple, l'affaire Cotradis est un cas qui peut décourager beaucoup, qui peut désarçonner beaucoup, qui peut faire en sorte que certains s'exilent. Parce que vous avez un État, après vous avez l'impression que vous n'êtes pas protégé alors que vous êtes pourvoyeur d'emploi. C'est sur ces mécanismes-là. Sinon le reste, mais c'est la capacité de l'entrepreneur à innover, à tenir, à persévérer qui va faire de lui une entreprise à succès. Ça ne dépendra pas forcément des garanties de protection d'un État. Parce que si votre produit n'est pas vendable, il ne va pas être payé. Si vous n'innovez pas, vous allez être dépassé. La preuve, des grands noms sont tombés. Donc parmi les grandes entreprises que vous citez, il y a aussi des grands noms qui sont tombés à l'avènement de l'appareil photo numérique Kodak qui faisait des pellicules. ça a pris un coup. À l'avènement du système Android, Nokia qui a refusé cette innovation a pris un coup. Donc ça, c'est par exemple des capacités de l'entreprise à innover. Ça, ce n'est pas... Alors que c'est des gens c'est des entreprises qui sont installées dans des états dits favorables. Mais même avec ça, si vous ne savez pas négocier le virage avec le temps, ça, ce n'est pas... Voilà. Donc ce qu'on demande aussi à l'État, c'est au moment des épreuves où l'État a un rôle à jouer, est-ce que réellement il le fait? Sinon le reste, on ne peut pas demander à l'État d'aller faire fonctionner aussi l'entreprise privée de quelqu'un. Parce que c'était d'abord son initiative personnelle. C'était un commentaire que j'avais. Alors, c'était un commentaire du juge Bernard Bougma. En clair, dans ce dispositif, et vous l'avez souligné, c'est d'orienter la jeunesse vers l'emploi, vers l'auto-emploi. C'est aussi d'orienter la jeunesse de plus en plus vers la production dans les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, la menuiserie, la soudure, la mécanique auto, la mécanique industrielle et les métiers des mines. Vous pensez donc que ce sont des secteurs porteurs, des secteurs d'avenir pour investir. Et qu'est-ce que l'État qu'est-ce qui est prévu dans ce dispositif, très rapidement, Monsieur le ministre, pour inciter la jeunesse à aller vers ces secteurs? Je pense que la problématique, les jeunes eux-mêmes le disent, les étudiants eux-mêmes le disent, les enseignants eux-mêmes le disent. Beaucoup de gens sont dans ces temples du savoir par dépit, parce qu'ils ne savent pas où aller. Et donc, nous leur apportons une alternative. Et cette alternative, c'est suite à des constats, à des diagnostics, à des échanges que nous les faisons. Et nous disons peut-être que ce n'est pas les 200 000 étudiants à peu près qui existent aujourd'hui qui vont avoir une solution du jour au lendemain, mais nous venons avec un nouveau dispositif pour que des gens saisissent cette opportunité, cette chance pour aller dans d'autres secteurs où ils vont avoir un mieux vivre, un mieux être que de rester dans la situation stagnante dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Donc l'incitation, c'est d'abord la sensibilisation, c'est de leur montrer que ça existe. Il va y avoir dans ces bureaux de l'ANPE, en dehors de ces bilans de compétences, il va y avoir des débats avec des entreprises, des secteurs mentionnés, pour qu'ils les expliquent les déficits de personnel auxquels ils doivent faire face, pour qu'ils doivent importer du personnel qualifié, et aussi qu'ils sachent qu'avec des profils dans les métiers, dans les secteurs économiques que nous avons cités, aussi bien ils peuvent prétendre au salariat, comme ils peuvent aussi prétendre à l'auto-emploi. Et c'est ça qui fait la force. Un des secteurs en milieu urbain qui donne le plus de travail ou d'occupation aux gens, qui est le secteur de l'artisanat utilitaire. Mais dans l'artisanat utilitaire, l'UEMOA a travaillé dans les 8 pays pour proposer une base de 288 métiers dans la nomenclature. Mais sur ces 288 métiers, dans nos centres de formation et autres, peut-être on ne forme même pas dans une trentaine. On ne forme même pas dans une trentaine. Cela veut dire que là où il y a l'emploi, là où il y a des opportunités, nous ne formons pas dans ces filières. C'est pour ça que nous avons décidé, dans tous ces centres de formation professionnelle, qu'à la rentrée prochaine, ils aient la liste des métiers dans lesquels ils vont former.
Et actuellement, ils sont en atelier à Koudougou pour nous sortir la liste de tous les métiers. J'ai pris les 288 métiers, c'est les métiers de base, uniquement dans le secteur de l'artisanat. Je ne parle pas des autres secteurs où il y a encore des dizaines, des centaines de métiers qui sont exercés, pour lesquels les gens exercent par hasard, ou parce que c'est par contrainte, ou à force de ne rien trouver, il y va, il commence à bricoler et il est dans le métier. Donc il faut qu'on prépare les gens pour ces métiers-là. Et dans le processus d'orientation, dans le processus d'information, on va mettre ces éléments en place. Et ce n'est pas seulement d'informer et le laisser. C'est pour ça nous sommes en train de faire la réforme du dispositif de formation professionnelle pour avoir un système qui proposera à la sortie de chaque niveau d'éducation, à partir de l'âge où on peut travailler, à la sortie de chaque niveau d'éducation, que l'on puisse aller apprendre des métiers. Aujourd'hui, cette orientation se fait dans les phases finales. Ça veut dire quand on finit le primaire, il y a une orientation. Quand on finit le brevet, il y a une orientation. Et quand on a le bac, il y a une orientation. On décide dans la réforme, non. Après chaque classe, dès que le niveau le permet et que le métier qui vous intéresse, vous le voulez, qu'on puisse vous permettre d'aller apprendre ce métier et de l'exercer vous-même ou ailleurs. Donc une révolution du système éducatif. Malheureusement, juge Vara est en train de me faire un doigt, mais on doit remercier la régie qui nous a offert un rab pour poursuivre cette émission. Le temps qui nous est imparti. On nous a fait 15 minutes. Mais on l'a consommé. Et ce rab, on l'a consommé. Et donc le temps est imparti. Peut-être si c'est rapide, 1 minute. Bon, je vois ce qui est intéressant, c'est qu'à un certain niveau, il n'y a pas de problème parce que, bon, c'est des options. Aller apprendre un métier, s'il y a guéri, s'il y a la possibilité de se perfectionner, aller faire des spécialisations, à un niveau, ça passe. Mais quand vous allez, par exemple, vers le monde estudiantin, quelquefois, c'est une réorientation de vie. C'est-à-dire presque casser la charpente qu'on a et puis décider de reprendre à zéro. Ça va demander aussi un fort effort pour convaincre. Ça, c'est le boulot des conseillers emploi-formation qui sont outillés pour ça. C'est leur spécialité. D'accord. Voilà. Et je vous inviterai les jours que vous voulez vous reconvertir de venir à l'Agence nationale. Oh, je suis journaliste, je suis très bien, je suis très heureux ici. Voilà. C'est cela, le temps file très vite sur le plateau du tribunal de l'actualité. Ce sont des questions intéressantes et importantes qu'on aura l'occasion d'aborder à nouveau. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité consacrée au dispositif d'information et d'orientation des étudiants en matière d'opportunités et d'orientation des étudiants en matière d'opportunités d'insertion professionnelle ou d'emploi avec Boubacar Savadogo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Merci, M. Savadogo, d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup. Merci, juge Bernard Bougman. Merci. Et juge Geoffroy Vara. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage et courage à toutes nos forces combattantes et prenons soin les uns des autres en gardant à l'esprit que je voudrais n'a jamais rien fait. J'essayerai à faire de grandes choses et je veux à faire des miracles. Le tribunal de l'actualité revient demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.